nous avons, il y a quelques semaines, parlé des 3 premiers épisodes de la deuxième saison de Gen V, la série spin-off de The Boys. Pour rappeler brièvement ce qu'on avait pensé des 3 premiers épisodes, sympa, mais ça manquait un petit peu de l'étincelle que moi j'avais retrouvé dans la première saison. Il y avait des bonnes surprises, hein, ouais, notamment le principal, hein, un acteur que j'aime beaucoup, qui est très bon dans le rôle. Mais voilà, c'est sympa, ça se laisse manger tout ça, mais il manque un truc qui fait que ça accroche vraiment à 100%. Donc est-ce que notre avis a vraiment changé au-delà de ces 3 épisodes? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu en avais pensé des 3 premiers épisodes déjà? Alors, moi, j'avais dit que j'avais eu un peu de mal à me remettre dedans. Mm. Franchement, c'est-à-dire que c'est peut-être parce que la saison 1 remontait déjà un petit peu et que c'était pas non plus. C'était une bonne surprise, attention, mais c'était pas non plus une grosse relation. C'était pas quelque chose que j'avais suivi de manière assidue. 8 épisodes, même si ça avait une cadence de semaine. Ah, et en plus, c'est vrai que je les avais vus un petit peu plus tard, donc j'avais mangé les 8 assez rapidement. Donc il y avait un petit côté quand même apprécié, oui, mais aussitôt, et malheureusement aussitôt mise de côté dans ma tête. Donc c'est vrai que j'avais eu un peu de mal à me remettre un peu dedans, à retrouver un peu les personnages, et il m'avait bien fallu ces 3 premiers épisodes pour replonger un petit peu dans l'univers. Au-delà de ça, j'avais trouvé cette semaine, ces 3 premiers épisodes, euh, comment dire, assez convenus, on va dire. Euh, Pas de grosses surprises, pas de grosses révélations, que ce soit sur le ton ou même point de vue plus scénaristique. Euh, voilà, c'était un petit bien, pas plus. Donc autant dire que par rapport aux saisons de The Boys, cette saison 2 de Ginvy était un peu en dessous, quoi. Donc, au-delà des 3 épisodes, donc, euh, ben, bref, je sais pas, alors c'est pas mauvais, voilà. Mais disons que moi j'avais, je pense, plus apprécié, je pense, la première saison que toi, du coup, de ce que tu en dis. Et j'avoue que je la trouve moins intéressante, ne serait-ce que par le traitement de ces personnages un peu plus secondaires, euh, que ce soit Kate, Sam, Jordan. On fait certaines choses avec eux quand même en termes de développement de personnages, voilà, que ce soit de la rédemption, de la remise en question, d'un petit peu de s'assumer, de entendre ouais, de devenir un petit peu plus indépendant vis-à-vis de ses amis. Enfin, voilà, il y a des pistes qui sont explorées, on travaille des trucs, mais j'ai un peu l'impression que c'est très ah ben toi t'as ton épisode où il se passe ça, oui c'est moi Discord, vous inquiétez pas. Euh, il y a très un épisode c'est plus concentré sur le développement de tel personnage, un autre épisode c'est le développement de ce personnage là, et j'ai un peu l'impression qu'une fois que ça c'est fait, ben voilà, c'est un peu une voilà, on a coché la case et on peut passer au suivant. Donc ouais, ok, il y a du développement, etc. Et mis à part peut-être pour Marie, et encore je dirais que Marie, je trouve parfois qu'on est un petit peu sur des choses qui se redit un peu, ce qui est un peu paradoxal là où les personnages secondaires, c'est beaucoup plus vite expédié et on n'y revient pas trop. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, voilà, parce que je m'étais habitué à une première saison qui avait bien développé ses personnages, et les avait amenés dans des directions parfois un petit peu plus surprenantes qu'on pourrait ne le penser. Euh, Après, par exemple, en termes de personnage secondaire, entre guillemets, un petit peu la présence d'André, voilà, dont l'acteur est décédé peu de temps avant le début de la production. Là, pour le coup, je trouve que l'intégration de la mort du personnage a été bien faite. C'est assez respectueux en plus de l'acteur et c'est un deuil, c'est une présence manquante qui est sur toute la saison et qui a vraiment là pour le coup affecte les gens de manière différente.
Et ça donne voilà des discussions assez touchantes. Et évidemment, bah, voilà, vu qu'il y a tout l'aspect réel autour qui est tragique, ça fonctionne bien. Il n'empêche que voilà cette mort-là a quand même une vraie présence sur la saison et pas juste en mode voilà au début voilà, c'est expédié. Non, non, il y a vraiment ça continue d'inspirer les gens tout au long de la saison et c'est un petit peu bah, ce qui se passerait dans la vraie vie. Donc je trouve que c'était quand même assez bien traité de ce point de vue-là. Dieu merci parce que c'est jamais très évident de gérer ce genre de choses. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que Dr Bishop dit, c'est-à-dire que ce qui fait la force quand même de The Boys et ce qui faisait la force de la saison 1 de Gene V, c'était le côté pointant du qui ne va pas, quoi, on va dire, dans la société. Mm. C'est ça qui est vraiment une des forces de ces deux séries. Et là, en termes de critique, vraiment le côté satirique de la série télé, mais là c'est zéro. On est vraiment passé sur une série télé qui se focalise, on va dire, sur le scénario et sur une bande d'adolescents. Et sur le papier, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, il faut que les personnages soient solides, en fait. Puisqu'à la base, tu regardes une série, on va dire, quand même aussi pour son côté satirique. Donc si tu enlèves ce gros point, il faut que à côté, ça balance. Et à côté, ça balance pas forcément. En fait. C'est un peu ça le problème. Je trouve que les personnages sont un peu trop... un peu plus caricaturaux dans la première saison. Alors, pas au point d'être caricaturaux, mais juste un peu plus caricaturaux. T'as un peu moins cette complexité que tu mettais en avant dans la saison 1, je trouve. Ça, c'est un peu dommage. On met aussi en avant beaucoup plus les relations entre les personnages. Alors tu vas me dire, ça c'est plutôt bien. Oui, mais c'est pas forcément ce que je voulais. C'est pas supposé être le cœur à la base de la série. Là, ça me fait penser un peu, si tu veux, à l'évolution de Big Bang Theory, où à la base, tu as un concept, tu as des personnages qui servent ce concept, et après, tu laisses tomber un peu le concept, et puis tu fais évoluer les personnages, et tu vois entre eux ce que ça donne. C'est un peu comme ça que je retrouve cette saison 2 de Gene V, personnellement. Que l'on peut apprécier, du coup, attention. Mais moi, ce côté satirique me manque. Moi, sans dire qu'il est inexistant, c'est vrai qu'il a pris voilà, il a pris le, comment on dit en anglais, il a pris le backseat quoi. Il est vraiment, on a vraiment Ah, il a freiné bien sur cet reculé, hein. aspect-là. On va Ah, dire ouais, qu'il ouais. est là, mais c'est très ponctuel et c'est vraiment plus du tout le focus du truc. Pour vraiment se focaliser sur ouais, l'aspect relationnel, qui est pas très bien maîtrisé. En fait, ça aurait pu fonctionner si l'aspect relationnel a été vraiment très excellent. Et c'est pas vraiment le cas sans être Exactement. horrible non plus, mais c'est juste ok quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est ce que j'avais dit à l'époque pour la saison 1, hein. Je m'étais vraiment raccroché sur ce point où j'avais dit que Eric Crick, le créateur, m'avait vraiment vachement impressionné. Parce que pour The Boys, bon, il avait quand même il avait fait le comics, donc tu avais pas mal de points satiriques du comics à reprendre. Il en avait rajouté, mais c'était des points, entre guillemets, généraux sur l'Amérique. Tandis que pour Gene V, il avait fait un peu le tour de force parce que bah, il fait pas partie de la dernière génération à arriver, je veux dire, hein. Donc, il avait réussi à donner un gros coup de jeune à ce côté satirique en dénonçant énormément ce qui se passe non plus juste aux États-Unis des adultes, on va dire, mais vraiment aux États-Unis des jeunes adultes adolescents. Et ça, c'était pour moi un véritable tour de force parce que ça sous-entend que tu as un regard critique et juste quand même sur tout ce qui se passe autour de toi. Ça, c'était vraiment pour moi la grande force de Gene V. Et bah, ça, comme j'ai dit, c'est un peu passé à la plat. Avant d'aborder la question du doyen, il y a deux personnages secondaires que j'ai un peu pris en exemple. Alors pour le coup, ils ont un petit peu formé une sorte de relation entre les deux personnages qui se sont liés autour de la mort d'André, et de leur deuil commun. Et pour le coup, toutes les scènes partagées entre les deux, c'est un peu un duo un petit peu inattendu, mais que je trouve fonctionnait bien. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est une des meilleures surprises de la saison. Il y a notamment une scène dans le dernier épisode qui est plutôt cool et tout. Euh,
Par contre, individuellement, c'est un petit peu. Alors, je dirais pas le jour et la nuit non plus, mais par exemple, le personnage de Polarity, donc le père d'André, euh, qui pour le coup, je trouve assez réussi, parce qu'on le voit vraiment. Il y a vraiment un point A et un point B. Il y a vraiment une évolution que je trouve assez notable, et ça se transmet visuellement, narrativement par des choses qui changent. Et, voilà, on n'est pas vraiment du tout vraiment au même point avec ce personnage en début et en fin de saison. Euh, et avec Emma, je trouve que c'est un pas l'inverse, mais du coup je manque un petit peu vraiment cette marque de comment on est arrivé du point A ou au point B, où il y a tout un délire autour de ses pouvoirs qu'elle maîtrise pas vraiment à 100% parce qu'ils sont un petit peu influencés sur son humeur, sur sa santé mentale. Est-ce que se sent, est-ce qu'elle est dans une phase dépressive, ou est-ce qu'au contraire est-ce qu'elle est beaucoup plus flattée, enfin etc. Voilà, et donc il y a un petit peu ce côté de j'arrive pas vraiment à contrôler mes pouvoirs parce qu'il y a tout un côté de l'esprit qui agit sur le corps, etc. Et lors d'une séquence de combat, un petit peu la séquence de combat finale, on la voit utiliser ses pouvoirs de manière beaucoup plus volontaire, intentionnelle, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment le déclic qui me fait me dire ouais, c'est logique qu'elle fasse ça maintenant. Disons qu'on m'a montré des scènes qui font qu'on la voit un petit peu progresser, etc. Mais il m'a manqué vraiment le cheminement jusqu'au bout de se dire ah oui, là maintenant il s'est passé ça, donc elle est vraiment en meilleure possession de ses pouvoirs, etc. Donc voilà, un petit peu quelques manquements à ce niveau-là qui est un petit peu dommage. Le doyen maintenant. Euh, la fable d'Iron Man 3 est du mandarin, sans rentrer trop dans les spoilers, sans rentrer même du tout dans les spoilers, on va pas spoiler. Euh, disons que il y a des choses qui entourent le doyen, en termes de présence, d'aura, voilà, de ce qu'il dégage. Euh, Et c'est de la merde. non, au contraire, Non? en fait, c'est très très bon tout au long de la saison, parce que l'acteur est fantastique. Enfin voilà, un très bon acteur qui arrive très bien à avoir un côté un petit peu décontenançant, qui est bizarre. Enfin voilà, en plus si on lui fait faire des scènes qui sont vraiment très tordues. Enfin, donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un très bon méchant. Et une sorte de twist à la mandarin d'Iron Man 3, en rapport avec ce personnage. Alors si vous savez, vous savez, je vais pas le détailler. Euh, ce qui en soi n'est pas un problème si le changement amène vers quelque chose d'aussi bien, voire mieux. Par contre, quand le twist, le changement, que le statu quo est changé, qu'on nous amène vers une nouvelle situation et que ce qu'on nous propose derrière est moins bon que ce qu'il y avait avant, ben, ça rend un petit peu toute cette chose-là un petit peu plus amère, hein, sur la note globale. Ce qui fait que le doyen, bonne surprise, j'ai beaucoup aimé, mais sur un petit peu la conclusion de ce qui se passe avec le personnage dans la saison, c'est un petit peu dommage parce qu'un petit peu on lui donne énormément de choses à faire ouais, ces 2 derniers épisodes, mais il y a un truc qui fait que c'est pas tout à fait comme avant, et c'est pas aussi attrayant en termes de jeu, en termes de présence d'écran, de manière de délivrer les dialogues, etc. Donc voilà, c'est le truc du mandarin où on nous a vendu quelque chose qui était très bien, on nous a montré une grosse partie de quelque chose où c'était très bien, et on nous secoue le truc et c'est pas aussi bien. Et en fait, ça marche pas. Du coup, tout le truc tombe un petit peu à l'eau, parce qu'en fait, il faut assurer de bout en bout, quoi. Sinon, ça marche pas. Donc voilà, alors ça gâche pas non plus parce que ce qui suit il est pas mauvais du tout, mais Hamish Linklater est vraiment un très bon acteur, et disons que la conclusion de ce qu'il fait dans la saison, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas aussi bien. C'est bien, mais c'est pas aussi bien. On va dire ça comme ça. Ouais, t'es encore assez gentil, hein, par rapport au fameux twist. Moi, pour moi, ça a tout simplement massacré le personnage. En termes d'intrigue, ça n'a pas forcément massacré l'intrigue Mm. parce que il y avait quand même ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, en Non, fait. non. T'as un petit côté Final Fantasy, j'ai envie de dire, où souvent t'as une sorte de boss caché. Et ici, ce qui est toujours délicat dans les Final Fantasy, c'est est-ce que le boss caché tombe comme un cheveu sur la soupe, ou est-ce que
as quand même des pistes qui font que une certaine logique à tout ça. Alors ici, tu as une certaine logique à tout ça. Il y a un travail en amont qui a été plus que bien fait, et je dirais même que le fameux boss de fin, moi, je l'ai plutôt bien apprécié. Là où cela coince, c'est que c'était clairement au détriment, par contre, de Cypher. Là, le personnage du doyen, mais là, avec ce twist, il a complètement été massacré. Et avoir un tel acteur qui finit presque limite, on a envie de dire, comme s'il était au pieu avec 42 fièvres. Vu tout ce qu'il a fait tout au long de la saison, ah mais c'est un crime quoi, c'est vraiment criminel. J'étais vraiment dégoûté quoi. J'aurais préféré qu'il garde ce concept de en mode il y a quelqu'un derrière lui, pourquoi pas, mais, euh, mais sans le pourrir au passage quoi en fait. Tandis que là, il y a clairement eu un côté sacrifice malheureusement. J- Bonsoir j- Hypnos84. Salut. Ah, bonsoir l'ami. Enfin, Bonsoir. Euh... euh, est-ce qu'il faut que je rentre dans les détails de Final Fantasy? Pour Final Fantasy 9, par exemple, alors moi je suis pas tout à fait d'accord, mais il y en a beaucoup qui disent que le boss de Final Fantasy 9 tombe comme un cheveu un peu sur la soupe. Puis que d'autres sont un peu plus quand même mis en avant tout au long de l'histoire, notamment FF7 ou FF8, ouais, pour ne citer que les trois plus connus. Moi, ça m'a rappelé un petit peu le Ralph Bonheur de l'époque de WandaVision, un petit peu. Voilà. Tout le délire autour de Pietro, tout ça. Bon, j'ai pas envie de raviver des plaies. Mais voilà, c'est dommage parce que ça avait très bien commencé. Bon, niveau intrigue, niveau personnage principal, déjà, j'ai un- j'avais quand même un gros problème au niveau de l'histoire principale qui est pas mal liée à Marie. Voilà, il y a tout un truc autour du projet Odessa. On découvre ce que c'est pas vraiment un secret. Je sais pas si ça. Je pense qu'il aurait mérité que ce soit un petit secret plus longtemps ou que ce soit un petit peu mieux entretenu, je sais pas. Mais en tout cas, il y a tout un truc autour de Marie devient de plus en plus puissante. euh, et on la compare sans arrêt voilà, aux figures ouais, les plus fortes, les plus puissantes de cet univers-là. Et elle arrête pas toujours de dire oui mais je suis pas comme ces gens-là, etc. Et jamais une seule fois une des personnes de son cercle d'amis lui a dit c'est pas parce que euh, t'as été élevé comme ça ou que on t'a injecté du V comme ça ou que t'es sur le même niveau de puissance que ces gens-là que tu es la même vengeance, que tu es aussi pourri que ça. C'est pour moi que c'est quelque chose qui va qui va de soi. Et en plus dans The Boys il y a tout un message autour non, en fait, on n'est pas obligé de se conformer à ce que vote attend de nous, ce que la société attend de nous, la recherche de l'argent attend de nous. Non, on peut vraiment essayer de changer les choses. Et c'est pas parce qu'on nous a créé en laboratoire avec du V, injecté quand on est bébé, comme tous les héros de ce monde, qu'il faut forcément faire des choses horribles. Et je sais même pas pourquoi cette discussion n'est jamais venue. Parce que enfin, le message il est là, il suffit juste de l'attraper et c'est bon, c'est réussi. Et à aucun moment il y a des conversations sérieuses pour dire à un moment non, non, c'est pas parce qu'on dit que t'es pété que t'es une connasse. Et ce n'est jamais venu. Alors que pourtant il y en a beaucoup des discussions entre plein de personnages et il y a des choses intéressantes qui sont faites entre différents personnages. Mais voilà, c'est quand même l'héroïne et tout. Ça mériterait un petit peu de lui amener des dialogues intéressants et des trucs comme ça. Là, à part de dire non, je veux pas être comme ça, ben cool, mais il faut cool, mais à part aller au-delà, bah, enfin, ouais non, il y a des choses à faire et on n'y va pas, donc je comprends pas trop. C'est un peu dommage parce que le personnage de Marie, je le trouvais plutôt réussi dans la première saison. Il y avait un truc intéressant. En plus, il y avait tout le côté de je débarque dans la plus grande université alors que voilà, je viens d'un orphelinat. Enfin, je suis vraiment, ça fait vraiment ascension sociale, etc. Il y avait clairement une dichotomie, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on lui a un petit peu retiré un peu quelques aspérités et qu'on l'a un petit peu fait rentrer dans des clous. Et tout le côté de la relation avec Jordan, là aussi, je trouve que c'est un petit peu en mode ah ben on va là, ah ben en fait non on va par là, ah ben non en fait on va par là, ah ben non on va par là. Et en fait du coup ben on construit pas vraiment grand chose. Donc j'ai un peu l'impression que des fois on tourne un petit peu en rond. Donc bon c'est un peu dommage parce qu'à côté voilà il y a des personnages comme Sam
Qui là aussi, voilà, un développement intéressant, si ce n'est un peu trop juste ponctué sur un seul épisode et puis après, ah ben voilà, c'est bon, je me suis amélioré, youpi, et c'est fini. Et un petit peu, c'est un petit peu tout ça avec Bah, les autres personnages. c'est une conclusion de beaucoup de scènes, hein, mine de rien, et Mm, c'est mm, dire si c'est un problème, hein. C'est, «Ah tu vu, je suis plus forte. Ah tu vu, je suis plus forte. Ah tu vu, je suis plus forte». Alors tu le vois, tu le ressens, c'est plutôt évident effectivement, parce que tu vois mm. entre guillemets tes entraînements. Mais tu nous mets une ou 2 scènes comme ça pour qu'on pige et on a pigé. Tu pas obligé d'en mettre 10 des scènes comme ça. Ouais. Donc bon, Ouais, voilà, il y Bishop. avait, sur certains thèmes, sur certains points, un côté quand même rabat, je trouve. Mm, mm. Mais oui, Bishop, il y a un côté dans le mode, elle passe énormément de temps à refuser vraiment d'assumer ce qu'elle peut être. Et d'un coup, voilà, elle dit non, non, il faut que je fasse ça tout seul. Et puis elle viole un certain niveau d'intimité et de confiance avec ses amis en utilisant ses pouvoirs sur eux à un moment assez critique. Et t'es un peu en mode ah ouais, ça fait quand même un revirement assez sévère quoi. Et c'est un peu symptomatique de quelques décisions de personnages où il y a vraiment pas une paresse, mais on va sur des chemins assez clichés de personnages euh, qui sont parfois déjoués. Par exemple, tout le côté autour de la sœur de Marie, Annabeth, Annabelle, bref, je sais plus, en tout cas de sa sœur, qui a vraiment une certaine colère envers sa sœur parce que même si involontairement, elle a quand même tué leurs parents, etc. Était un peu en mode ah oui bon ok on va sur ce chemin-là et en fait non on finit par nous déjouer ça en résolvant les choses de manière un petit peu plus nuancée que ça et ça c'était bien mais il y a d'autres cas où c'est vraiment en mode non, là c'est vraiment un petit peu créer du drama pour créer du drama et ça pourrait se résoudre plus facilement si on parlait de manière plus honnête, etc. Dont le fameux de dire bah, c'est voilà, t'as été conçu comme ça en tant que personne avec des super pouvoirs, donc je suis forcément quelqu'un de mauvais, alors que non, la chose mature à faire c'est ben non, clairement avoir une conversation et dire voilà. Sauf que ces conversations matures, etc., eh ben on les a pas à chaque fois et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ben, j'aimais beaucoup les personnages en première saison, il y avait vraiment on partait dans des directions intéressantes, et là je trouve qu'on va dans des choses un petit peu plus convenues, et c'est dommage, parce que ça fait perdre un des points forts de la première saison, donc bon, c'est dommage, à ce niveau-là en tout cas. Oui, rien de plus à dire. Alors tout à l'heure dans le chat ça parlait de mise en scène, comme quoi ça en avait pris un coup. Disons que je l'ai vu par certains aspects où, dans le point de vue de la mise en scène vraiment plus classique, où c'est des scènes de discussion ou de développement de personnages, pas grand chose à dire. Les séquences avec Sam où il est dans un espèce de monde fantastique avec plein de poupées, ça me fait toujours marrer. Je trouve que c'est toujours visuellement ça marche bien et c'est une bonne manière de représenter un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Par contre, et c'est pas un défaut pour le coup qui est uniquement Gen V, The Boys a le même problème. Euh, les scènes d'action, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Dans The Boys, la première série de The Boys, les scènes d'action, ouf. Alors c'est pas l'intérêt de la série, donc c'est pas très grave. Il vaut mieux ne pas réussir ça et réussir tout le reste. Mais bon, saison 2, saison 3, saison 4, bon, The Boys s'est amélioré, mais c'est vraiment pas encore ça. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que c'est une série quand même très populaire, qui a, je pense, des moyens, etc. Et on a eu quand même, je pense notamment, un de mes combats préférés, je pense que c'est Soldier Boy et Butcher contre Homelander en saison 3. Oui, celui à 3, Euh, ouais, ouais. alors, le combat est cool parce que vraiment, ils ont très bien construit les personnages, les raisons qui fait qu'ils s'affrontent, etc., les enjeux. Par contre, l'aspect du combat en lui-même, il est ok sans plus, et pourtant, c'est un de leurs meilleurs combats. C'est un peu dommage pour une série comme ça. Par contre, quand je vois que dans les featurettes de la saison 2, ils disent ah ouais, cette saison, on a vraiment beaucoup plus mis l'action sur les cascades, sur les scènes d'action, etc. Et j'ai tendance à les croire, parce que je pense que du point de vue des cascades, de ce qui est réalisé dans les studios, etc., ça a l'air bien. Ça a l'air d'être assez impressionnant. Il y a un travail sur le sound design qui marche bien, voilà, quand les gens se tapent dessus et qui sont plus forts parce qu'ils ont du V dans les veines. Et mais qu'est-ce que le design? Oh non, bon, on va pas faire Jean-Michel Bruitage, Oh no, oui, il San primero. mais voilà, en termes de sound design, il y a vraiment, en fait, il y a pas mal de choses autour des combats qui est plutôt bien foutu. J'ai l'impression que tout le travail du câblage, de faire valdinguer les acteurs dans les pièces et tout ça, ça a l'air plutôt bien réussi. Le sound design est cool.
Des fois, on a tendance à ajouter certains effets, enfin la manière de représenter certains pouvoirs, dans la manière dont ils sont visuellement et au niveau audio, ça fonctionne bien. Par contre, quand je dis ah, ce qu'ils ont l'air de filmer, ça a l'air d'être bien, c'est parce que le travail de caméra, de montage, il est juste pas au niveau en fait. Et ça suffit pas quoi. Donc les scènes d'action, du coup, elles sont pas très claires, sont pas très lisibles, et pourtant ça se voit qu'il y a un truc, qu'il y a des efforts qui sont faits ailleurs, mais à ces niveaux-là, qui sont quand même des niveaux assez importants hein, dans la lisibilité de l'action, non. Je veux dire, il y a des choses qui se font bien mieux, et en plus il n'y en a pas tant que ça des scènes d'action non plus, donc ce serait quand même plutôt facile de bien les faire. Dans les choses assez simples, ça fonctionne bien. Par exemple, au moment où Kate est propulsée contre un mur, et c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est une action, il n'y a rien derrière. Et voilà, on montre juste quelqu'un se faire valdaguer dans un mur. Ça marche bien. Mais dès que c'est des scènes de combat un petit peu plus, où il y a plus de personnages, ça dure plus longtemps, il y a différents pouvoirs, là, c'est rarement lisible, c'est rarement satisfaisant. Donc c'est vraiment, je trouve, ça freine un petit peu. Et ça permettrait un petit peu d'élever. Là où The Boys peut se permettre de moins bien réussir ça parce que le travail des personnages, des enjeux, de la tension est mieux maîtrisé. Du coup, je vais plus facilement pardonner et je vais plus facilement être dans les combats parce que voilà, ben, Soldier Boy, Butcher contre Homelander, voilà, c'est des personnages que j'ai envie de voir se taper dessus et il y a de la tension et voilà. Donc le fait que le combat soit pas ouf, c'est pas grave parce qu'il y a tout le bagage derrière qui fonctionne. Là, comme le bagage derrière il fonctionne moins bien, bah, il faut que la forme elle relève le niveau et c'est pas le cas. Et c'est un peu dommage parce qu'en plus on a une fin d'épisode où c'est vraiment un combat de cage hein, entre deux personnages. C'était le moment vraiment de nous montrer un truc cool quoi. Et ça reste vraiment, ça dure vite fait, il y a quelques coups de poing et puis j'utilise mes pouvoirs et c'est finito en 15 secondes. Bon, et dommage. Pour moi, le gros problème, c'est qu'on mise trop sur le côté pouvoir surpuissant. Ouais. Mais si c'est thématique, c'est-à-dire que quand tu parles de combat, en fait, c'est pas un combat, c'est. On va parler catch. Tiens, parlons catch. Hmm. Si tu veux voir un bon match catch, tu dois avoir un certain niveau technique. Ça doit bien s'enchaîner. Ça doit être une belle danse, une belle chorégraphie. C'est ça un bon match Sauf de si tu vas à catch. la Et bien sûr WWE. qu'il y ait de l'émotion. C'est comme ça que tu apprécies entre guillemets un match de catch. Et les jeux catch terminent toujours par un finish, donc c'est-à-dire un coup spécial, un coup de signature que le catcheur utilise toujours pour finir son combat. Et là, en fait, tu as des enchaînements de finish. C'est-à-dire que tu as un super-héros ou un super-vilain qui utilise son pouvoir sur un personnage, le personnage dégage, un autre il fait son finish, l'autre il dégage, etc. Et c'est que ça. Mais c'est pas une chorégraphie, en fait. Enfin, je veux dire, t'as pas le cascadeur, il a pas à sauter, à virevolter. Souvent, il a juste à sauter contre le mur, quoi, en fait. C'est c'est trop souvent comme ça, en fait. Je suis en train de penser à Cypher lorsqu'il se retrouve à un moment face. Alors, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a perdu son enfant, c'est. Polarity. Ouais, Polarity. Il fait un truc avec sa main, il balance contre le mur. Alors, ça, c'est entre guillemets bien fait, mais c'est pas une scène de combat. Et même l'affrontement final, en fait, il y a plusieurs personnages qui sont concernés, c'est pas un contre un. C'est de nouveau pas une chorégraphie en fait, c'est contrôle, 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 tu utilises ton pouvoir sur lui, tu utilises ton pouvoir sur lui, et en fait, tout le monde se fait ratatiner en un coup. T'as pas, alors, je m'attends pas à une chorégraphie à la Daredevil, c'est évident que c'est pas le but de la série comme l'a dit Martin. Mais dans le sens où il y a un combat, il faut un échange de coups en fait. Et là, c'est zéro. C'est vraiment qui va dégainer son pouvoir le plus vite là. C'est plus, on est plus sur du Lucky Luke que sur de la baston quoi. Ciao ciao ami, à bientôt. C'est alors c'est qui dans... Oui voilà c'est Bishop qui dit ouais par exemple, Marie qui devient efficace au combat au corps à corps dans le combat de fin. D'où ça sort? Enfin, Alors, tout le monde ne peut pas se transformer en Bruce Lee. Je suis d'accord. Mais, mais après, ils ont été dans une école bah oui mais on leur pour apprend pas développer. vraiment à se battre. On l'a pas vu, mais j'ose espérer que c'est pas juste pour développer leur pouvoir, en Bah, le fait. problème, c'est Surtout que vu le pouvoir de certains personnages, quoi. si on l'a pas vu, ben ça marche. Enfin, on peut nous dire que c'est arrivé, mais déjà on nous l'a pas dit que c'est arrivé. Et puis, bah, par exemple, dans son combat contre Jordan, Marie, elle a pas l'air spécialement. Enfin, elle est en un contre un, donc à la limite là qu'elle arrive à se débrouiller, d'accord. Mais là, elle fait face à je sais pas combien d'ennemis qui lui arrivent dessus, et elle arrive vraiment à les esquiver. Donc, je suis un peu en mode bon, ça,
En fait, je pense que ça aurait été Après, mieux de juste balancer ses pouvoirs et voilà quoi. tu peux échanger des coups sans être, bah, encore une fois, sans être Bruce Lee, hein. T'échanges des coups à ton niveau, entre guillemets, quoi. Ouais. Ou alors, comment dire? Après, tu peux mettre en avant aussi une chorégraphie par rapport au pouvoir, hein, j'ai Hmm. envie de dire, des échanges, des esquives, ce que tu veux. Mais c'est pas le cas là. Vraiment jouer un peu avec les personnages, et c'est pas le cas, quoi. Hmm, hmm. Si vous voulez voir une série qui arrive très bien à mêler pouvoirs et chorégraphie, Avatar, le dernier maître de l'air. La série animée, hein, bien sûr. Donc bon. Alors, niveau verdict, alors c'est pas la dernière slide parce que du coup on va aborder un petit peu. On va dire qu'il y aura, après cette slide, il y aura peut-être des semi-spoilers si on n'est pas très discret, mais on fera en sorte de garder la chose intacte. C'est possible qu'on déborde, mais en tout cas, voilà, ce sera juste pour une slide parce que bon, c'est pour la suite, c'est pour préparer la suite et on verra ce qui se passe. Euh, Purement verdict, ben ouais, sans être mauvais, c'est vraiment quand même une déception. Par exemple, l'épisode 6 et 7, j'ai un petit peu attendu avant de les regarder, quoi. Donc je me précipitais pas vraiment pour regarder chaque épisode. Là où la première saison, je me sentais plus investi. Là, on va dire que les défauts de la première saison n'étaient pas aussi graves parce que les qualités ressortaient beaucoup plus. Là, les qualités sont plus aussi présentes, et du coup les défauts ressortent un peu plus, et il y en a peut-être aussi un petit peu plus qu'avant, donc c'est en dessous, c'est pas mauvais, il y a des choses intéressantes, mais c'est ouais, c'est moins bien que la saison 1, il faut le dire, ouais, faut le dire. Voilà, ça, c'est pas une purge, hein, loin de là, mais ouais, c'est sûr, c'est décevant, je m'attendais à mieux, quoi. Oui, non, c'est clair. Là, limite, on m'a demandé de comparer avec Peacemaker. Oui, j'ai trouvé le travail d'écriture de Peacemaker moins maladroit. Mais je pense surtout, si on devrait vraiment encore continuer à comparer les deux, je pense surtout que James Peacemaker, au moins, il est resté fidèle à lui-même. Alors que t'aimes la patte gun ou pas, ça va prendre en compte, d'accord. Mais au moins, il est resté fidèle à lui-même. Tandis que là, Eric Crick, je trouve qu'il s'est perdu en cours de route. Je retrouve pas tout ce qu'il avait fait auparavant. En fait, peut-être après qu'il a pris ses distances avec la saison, hein. Je ne sais pas quel était son rôle au sein de ce spin-off, mais, mais là, je retrouve pas les ingrédients, l'écriture des anciennes saisons. Ouais. Et malheureusement, c'est pas pour le mieux, parce qu'à la limite, enfin, une série qui évolue, surtout après, bah, on s'approche bientôt des 10 ans, hein, puisqu'il n'y a pas une saison à chaque fois par an. Après 10 ans de The Boys Universe, tu peux te dire c'est peut-être bien d'évoluer, ok, mais là par contre ça évolue pas dans le bon sens. Donc ouais, je reste quand même déçu de cette saison 2. Tout n'était pas acheté, ce n'était pas une purge non plus, mais je reste déçu de cette saison 2. Et je vais pas, euh, je vais pas courir, je vais pas sauter sur l'épisode de la saison 3 si saison 3 il y a, je la regarderai, mais c'est clairement pas ce que j'attends de pied ferme, quoi. Bah, peut-être aussi qu'ils savaient un petit peu aussi qu'ils avaient un produit un petit peu moins bon qu'avant et c'est peut-être aussi pour ça que c'est pour ça que je disais en intro que c'est un petit peu passé inaperçu parce que bah, ça fait pas beaucoup de remous quoi. La première saison avait un petit peu plus marqué et là j'ai un peu l'impression qu'ils l'ont un petit peu droppé comme ils ont droppé la série un peu comme un malpropre. Donc bon, je sais pas, donc bon, pas trop entendu parler, ça fait pas trop de remous sur les réseaux et tout, donc bon. Non, bah ils en ont, comment dire, je veux dire, au niveau Prime Video, ils ont fait le taf en termes de marketing, promo. Enfin, je veux dire, voilà, sur MDSU, j'ai fait de la news, hein, clairement. Par contre, c'est vrai que tu vois, par exemple, puisqu'on en parle, par exemple, pour Peacemaker, c'était pas rare que tu avais presque une news par épisode parce que tu avais un jingle. Ça veut pas dire qu'à chaque fois tout l'épisode était un immense classique du DC Universe, mais il y avait un petit truc sur lequel tu pouvais rebondir, quoi. Là, tu peux te contenter de faire un petit point fin de la saison pour Jinvi, quoi. À part sur la dernière scène du dernier épisode, quoi. Voilà, bah justement, c'est ce que j'allais aborder avec cette dernière slide. Donc, petite parenthèse, nous allons parler de ce que met en place cette saison 2 de Gen V pour le futur de l'univers. Donc bon, je pense, on va essayer de rester vague, etc. Mais c'est pas impossible que, voilà, donc voilà.
prenez garde. Voilà, prenez garde. Il y aura peut-être quelques spoilers, on fera de notre mieux, mais normalement ça devrait aller, ça devrait aller. La Bah, question. on peut se contenir, mais je sais plus quelles images tu as mis. Ah oui, Non, non, les ça images sont va. plutôt claires. Ah ouais. Bah, en fait, c'est que si t'expliques pas trop tout ce qui se passe dans les images, ça va. Tu peux. Voilà, Hmm. ça va. Ouais, Si, si. Bah ouais, tu vas ça voir va. non, mais tu Ouais. vas voir Oui, ça comment. pourrait être pire, disons, oui. Disons que tu vas voir comment j'articule les choses. Ça va. Vas-y, articule les choses. Je te laisse Donc, articuler alors. euh, cette fin de saison 2 met en place notamment. Alors, Annie slash Starlight est dans la saison, hein, c'est pas un spoil, elle est là dans le premier épisode, donc voilà, sa présence, même si elle n'est pas là beaucoup, elle fait partie du truc, un petit peu de l'intrigue. J'ai même pas mentionné, il y a un personnage qui arrive au bout de l'épisode 5 ou 6, on l'a même pas mentionné, pour dire que voilà, niveau spoil, on va être ok, parce qu'en plus, voilà, ce Ah oui, personnage-là, c'est vrai. voilà. Personnage qui est d'ailleurs Non, en termes c'était cool. d'écriture, on prend un coup, hein, parce que ça décrédibilise un petit peu son intelligence, on va dire ça comme ça. Euh, On oh, pense peut-être pas au même alors. on va dire que c'est une alliée du doyen. Ah non, je pensais pas à elle. D'accord, bon, ben, ça va. Bah, il y en a un autre qui apparaît. Dernier Un épisode? autre cette fois. Oui, Non, dans les épisodes d'avant. Le temps d'une scène a une apparition qui est plus drôle qu'autre chose en fait, concernant un bisutage. ah oui, oui, bon, ça c'est. Oui, bon, ça c'est. Oui, Et oui, là, c'est le vrai. personnage est fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Matt, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Euh, donc, ce dernier épisode amorce certaines choses vis-à-vis de Starlight, voilà, qui est quand même en rapport avec sa présence dans le premier épisode, où vraiment, clairement, elle garde un œil sur Marie et son groupe, parce qu'elle a réussi à rentrer en contact avec elle, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un truc de, avec la position de nos personnages principaux de Gen V à la fin de cette saison, il y a possibilité pour qu'il y ait certains, comment dire, que ça se transvase en termes de série, que voilà, que les personnages d'une série soient présents dans l'autre et inversement. À la fin de la saison 4 de The Boys, on avait eu Sam et on avait eu Kate, donc preuve que ça peut arriver. Donc voilà, à ce niveau-là, le dernier épisode solidifie un petit peu plus ce- cette porosité-là, on va dire ça comme ça. Mais on a aussi l'évolution et de Marie et du rapport de force au sein de Vote, euh, qui, je pense, pourrait potentiellement remettre en question les échelles de pouvoir de manière super héroïque et d'influence, etc. dans la saison 5 de The Boys. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais articuler les choses en restant vague. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent autour de Marie, de son évolution en termes de puissance, et des choses qui se passent autour du doyen, de l'université de Godolkin, des personnages qui y sont présents et comment ils sont rattachés aux personnages de The Boys, etc., etc., qui fait que on nous montre des choses qui peuvent potentiellement perturber l'équilibre des forces, le rapport de force dans la saison 5 de The Boys. Ce qui me fait penser que, et pour moi c'est des choses qui sont quand même assez non négligeables si on veut vraiment les traiter au sérieux dans tout leur potentiel, parce que voilà, on nous montre des choses qui potentiellement peuvent être très puissantes pour potentiellement par exemple faire chier vote, essayer de contrecarrer Homelander, ce genre de choses, avec divers éléments de l'intrigue, et ces éléments-là peuvent être quand même assez signifiants, enfin significatifs dans ce qui peut se passer dans la saison 5 de The Boys. Ça pourra un petit peu, voilà, renverser la table et un petit peu, voilà, essayer de combattre un petit peu plus à armes égales. Donc, est-ce que selon toi, cette saison 2 de Gen V va vraiment avoir un impact sur The Boys saison 5 et du coup, est-ce que c'est indispensable de la regarder? Pour moi, on ne sait pas. Ok, Euh, Moi, je pense que là, pour le coup, les scénaristes ont été extrêmement, extrêmement malins. Là, il faut qu'on parle un petit peu envers du décor. Il faut savoir que, en fait, la saison 3 n'a pas encore été validée hein, de Genie. Les showrunners, ou Eric Crick peut-être lui-même, je ne sais plus, a clairement dit que ça va dépendre en fait du succès de la saison 2, que c'est quand même une série qui coûte relativement cher et que derrière, il faut qu'il y ait des gens
que puisse argumenter en faveur d'une saison 3 qui avait entre guillemets des choses à dire, qu'on peut continuer, mais bah, pour ça, il faut qu'il y ait des gens. Et par rapport à ça, il y a un gros point d'interrogation au niveau de la saison 3 de Jinvi. Du coup, ce qu'ils ont mis en place là, à la fin de la saison 2, je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part des scénaristes. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux très bien arrêter la saison là, s'il faut. C'est-à-dire que on a à côté, en fait, le combat continue. Je rentre pas dans les détails exprès, je reste relativement vague. On a à la fin de cette saison 2 un combat continu, mais on te donne pas la direction, on dit pas ce que ça implique véritablement. Et par rapport à ça, ce qui est génial, c'est que le combat continu, ça peut très bien être tout simplement le top départ de la saison 3, ou le combat continue en mode bienvenue, effectivement, dans la série The Boys, si la saison 3, par exemple, n'est pas valide. Du coup, par rapport à ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Alors, ça veut qu'ils vont toutes être dans The Boys, hein, surtout que là, il me semble que le tournage est même fini, la saison 5 de The Boys. Donc, je pense que dans tous les cas, ils vont avoir un minimum d'implication pour au moins expliquer ce côté, le combat continu, au cas où il n'y aurait pas une saison 3 pour Jinvi. Moi, personnellement, je trouve que cette direction-là qu'ils ont donnée, c'était aussi pour se couvrir. Donc, ça peut prendre les deux directions. Alors après, est-ce que ça rend le visionnage de Jinvi saison 2 indispensable? C'est difficile à dire. Ça va dépendre vraiment de l'importance que les personnages vont avoir au sein de l'intrigue de la saison 5. Avoir un petit rôle dedans, pour moi, oui, c'est plutôt évident. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment être mêlés à l'intrigue? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit indispensable. Mieux, sans doute, que c'est mieux de voir Jinvi. Maintenant que ce soit indispensable, ça, je crois pas trop. Voilà pour mon point de vue. Je sais pas si toi tu l'avais vu comme ça. Pour moi, là, ils se Euh, sont couverts plus qu'autre chose. je l'avais pas En mode, abordé si on comme fait ça. ça, c'est génial parce qu'on peut prendre la direction qu'on veut. Et vu qu'ils savent pas encore quelle direction ça va prendre, on Moi, fait. j'étais vraiment sur le truc en mode, ce serait cool qu'ils fassent des liens parce que ça fait, enfin, les personnages sont quand même plutôt bien construits dans les deux saisons, enfin dans les deux séries, etc. Donc pourquoi pas, en fait, tant que c'est pas des choses qui sont vraiment trop importantes, on peut se permettre parce que du coup, tu peux faire en sorte que les gens prennent euh, The Boys sans avoir regardé Gen V, c'est pas très grave. Par exemple, le fait que, par exemple, à la fin de la saison 4 de The Boys, de voir Sam et Kate appréhender Kimiko et Frenchie, ceux qui n'ont pas vu Gen V me disent ah ben en fait c'est ils ont pris deux héros dans le réseau de vote pour faire quelque chose qu'ils ont besoin de faire, Ouais. etc. Et ça marche très bien. Mais pour ceux qui ont vu Gen V, ils vont faire ah oui putain c'est eux. Donc tant que ça reste des choses comme ça me dérange pas. Donc j'étais un peu en mode je les vois mal aller trop vraiment sur l'interconnectivité. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un certain élément, ouais, une intrigue secondaire dans la saison 5 de The Boys qui soit quand même qui repose sur certains éléments de la saison 2 de Gen V. Donc à ce niveau-là, mais c'est vrai que le côté de, comme je m'étais pas intéressé au statut de la troisième saison de Gen V, je me suis dit ouais le côté de se dire on peut faire ce qu'on veut dans tous les cas. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est pas con hein, comme réflexion. Donc ouais, je partage un petit peu le truc de se dire qu'ils ont écrit quelque chose qui peut aller dans les deux sens. Donc c'est vrai que c'est pas donc indispensable. Pas vraiment, je dirais. Pas vraiment. Bah, le truc, c'est que moi, je pars plutôt sur, comme le dit Dr Bishop, plutôt sur des petites apparitions. Mm. Mais le truc, c'est que il y a un dialogue à la fin de la saison 2 de Jinvi où vraiment on essaie de rameuter les gens, quoi, en mode allez, limite, c'est le grand final, on y va, quoi, hein, faut tous y aller, quoi. Mm. Ce qui sous-entend, entre guillemets, un gros truc. Alors que pour moi, c'est pas- ça serait pas forcément bon pour The Boys de ramener et de donner beaucoup d'importance au personnage de Jinvi, quoi. Mm. Ouais.